Bon après-midi à tous. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à nos participants et à nos panélistes. Très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, les gens commencent à se connecter à la présentation. Je propose en fait de commencer en me présentant pendant que les gens se connectent. Donc, David Fizette, directeur principal en service conseil en gestion stratégique des ressources humaines chez Mallette. J'aimerais d'entrée de jeu également présenter Mallette, qui est le cabinet comptable, le plus grand cabinet comptable d'appartenance 100% québécoise, qui offre la plus grande gamme de services aux PME, notamment en gestion des ressources humaines. Donc, je suis moi-même membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. J'ai un background de généraliste et directeur en gestion des ressources humaines avant de m'être joint à l'équipe de Mallette il y a quelques années en consultation pour accompagner nos clients sur les enjeux de gestion des ressources humaines, de diagnostic, et notamment en matière de bien-être, de santé psychologique, de santé mentale, etc. En attendant que tous les participants se joignent à nous, je vous invite à répondre à une première question, une question brise-glace à que vous pouvez répondre directement dans le chat. Ça nous permettra de faire connaissance et peut-être même d'alimenter les discussions qu'on aura avec nos participants, nos panélistes aujourd'hui. Et je vous invite, c'est un vrai appel à l'action, là, donc je vous invite vraiment à répondre à cette question-là. On aimerait savoir quelle routine ou quelle activité vous faites qui contribue à votre bien-être. Donc, je vais aller voir le chat un petit peu les réponses qui vont commencer à entrer. Et je vais demander un petit peu plus tard à nos panélistes de répondre à cette question-là aussi. Puis j'ai peut-être envie de vous aligner déjà sur des pistes de réflexion, mais moi, ce qui me vient en tête quand on parle de bien-être, de routine, ben, c'est tout ce qui est lié au sport, à l'activité. Ah ben voilà, hein, je bouge à tous les jours, c'est exactement ça. Le yoga matinal, faire une marche, hein, vous voyez, l'activité physique revient beaucoup. Et bien entendu, la santé psychologique, c'est l'effet de l'activité physique est très important, mais ce n'est pas le seul point important en santé psychologique. À bien manger, la cuisine, etc. Et merci pour votre participation, c'est vraiment excellent. Je pense qu'on peut débuter, en fait, entrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. La dernière étude de Dialogue a interrogé des employés puis des leaders en gestion des ressources humaines. L'objectif de cette étude-là, c'était de mieux comprendre les défis puis les perspectives en matière de bien-être au travail. L'étude a mis en évidence certains faits en matière de gestion des ressources humaines et de bien-être au travail. Vous les voyez à l'écran, notamment que l'attraction et la rétention des talents, ainsi que tout autre problème qui sont liés au recrutement, ça constitue sinon le plus grand défi à relever en 2023 pour nos organisations. Un autre point qui a été soulevé dans cette étude-là, c'est que les leaders en ressources humaines de la population canadienne s'accordent à dire que les avantages sociaux actuels de leurs organisations en matière de santé mentale au travail sont insuffisants, mais on remarque qu'il y a un intérêt accru pour les outils de santé mentale autonomes. Le troisième point qui a été mis en évidence dans cette étude-là, c'est que les leaders se heurtent actuellement à des obstacles lorsqu'il s'agit d'adopter les meilleures pratiques et d'adopter les meilleurs avantages en matière de santé mentale. Ces obstacles-là, notamment, on parle de l'approbation de la haute direction. Donc, comment est-ce qu'on vient convaincre la haute direction de l'importance d'intégrer ces avantages-là dans notre offre à nos employés? On se bute également à des budgets serrés. On connaît le contexte économique cette année, donc on a peut-être un petit peu plus de réticence au niveau de la gestion budgétaire, mais également la difficulté ou l'incapacité à venir mesurer les résultats ou de prévoir les résultats que ces avantages-là vont avoir pour notre personnel et pour l'organisation. Donc, si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce rapport-là, je vous invite à en prendre connaissance. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Vous voyez une fenêtre qui vient d'apparaître à votre écran. Donc, simplement à suivre le lien pour pouvoir télécharger l'étude. Je pense qu'il y a énormément d'informations très pertinentes dans ce document-là. Alors, on a aujourd'hui un excellent panel d'experts pour discuter des enjeux qu'on vient d'identifier, pour qu'ils vous donnent leur point de vue, qu'ils répondent à vos questions en fin de séance. Donc, il y aura une section, peut-être 10 minutes là, pour répondre à vos questions. Puis, je vois que vous participez déjà énormément, donc n'hésitez pas à continuer à le faire et à poser votre question. Donc, je vais passer la parole à nos panélistes à tour de rôle pour qu'ils puissent se présenter, mais surtout qu'ils nous disent eux-mêmes de leur côté comment est-ce qu'ils viennent prioriser leur bien-être au quotidien. J'aimerais qu'on débute avec Marie-Soleil Ferland de CGI. Marie-Soleil, je vous passe la parole. Merci beaucoup, David. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais commencer par répondre à ta question. Pour moi, je suis une passionnée de plein air, là, que ce soit seule, en famille, été comme hiver.
C'est vraiment le plein air là, qui est ma source de bien-être, autant physique que mentale. Donc, j'ai besoin d'air frais pour pouvoir performer autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc, c'est intéressant de voir les autres réponses dans le chat. Ça donne des idées. Même, j'ai vu le Zumba. Je ne sais pas si je me lancerai, mais intéressant de voir la variété d'idées qui a été partagée. Donc, moi, je suis une spécialiste de la santé au travail, puis je suis actuellement directrice santé et bien-être pour CGI au volet canadien. Puis, c'est ça, directrice depuis, je suis CGI depuis 15 ans. Merci infiniment, Marie-Soleil. J'aimerais maintenant passer la parole à Dr. Stéphanie Monian pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, moi, je suis médecin de famille à Montréal et je fais aussi le rôle de directrice médicale associée avec Dialogue, avec un focus particulier sur les programmes de santé mentale et de bien-être. Personnellement, mon gros défi, c'est de briser un peu la sédentarité dans les journées de travail, surtout en longue journée de clinique. Donc, même si j'adore, dans le fond, faire des activités en plein air la fin de semaine ou les soirées, c'est vraiment intégrer de l'activité physique durant ma journée qui est très difficile. Donc, en ce moment, j'ai mis mon standing desk qui n'est pas assez utilisé à mon avis, mais j'essaie juste de vraiment faire des petites activités dans la journée de façon plus routinière pour garder mon corps actif. Fait que l'importance des petites actions, hein, pas nécessairement toujours les gros projets, mais les petites activités, ça compte Exactement. Aussi. Merci, Dr. Stéphanie. Et puis finalement, le dernier non le moindre, mais Sylvain Beauséjour, je vous prête la parole pour vous présenter. Merci beaucoup, David. Alors moi, c'est Sylvain Beauséjour. Je fais partie de l'équipe Talent en Culture chez Dialogue. J'apprécie beaucoup le feedback qui a été partagé. Moi, ce qui fonctionne beaucoup pour moi, c'est de participer activement aux défis de bien-être qu'on met en place chez Dialogue. Beaucoup de marches. J'aime beaucoup la musique aussi. Pour moi, c'est un échappatoire. Donc, d'écouter la musique, c'est une chose, mais également de la jouer ou tenter de la jouer. Et contrairement à Diane, je ne chante pas. Et vous ne pouvez pas m'entendre chanter. On n'aura pas d'exemple aujourd'hui. On va passer à autre chose. Merci, David. Merci à vous trois pour vos présentations. Donc, je vous propose de commencer les discussions plus formellement en revenant sur les différents points de l'étude. Puis, le premier point, la première question, pour peut-être la mettre en contexte, on sait que pour les entreprises, pour les organisations, l'attraction et la rétention de talent, on l'a dit dans cette jeu, hein, c'est des enjeux majeurs en 2023. Faut savoir que la santé mentale, elle n'est pas loin derrière. Hein, puis, à l'inverse, les employés, les salariés déclarent que la santé physique, la santé mentale, mais également leur santé financière, c'est leurs principaux, je devrais dire plutôt, facteurs de bien-être. Malheureusement, c'est aussi les trois facteurs qui se sont le plus dégradés. Alors, j'aimerais qu'on commence avec l'opinion de Dr. Stéphanie. Dr. Stéphanie, selon vous, c'est quoi l'influence de ces facteurs de bien-être sur l'attraction puis la rétention des talents? C'est une très bonne question. C'est quelque chose, dans le fond, qu'on a vu aussi ressortir dans l'étude qui a été faite. Et c'est vraiment c'est rendu un point principal maintenant dans la sélection d'un emploi, dans le fait de rester dans un emploi. C'est quelle sorte de programme de bien-être ou des programmes au niveau de la santé mentale ou des bénéfices qui sont offerts aussi. On a vu, dans le fond, ça fait quand même plusieurs années que j'étais avec Dialogue, presque 6 ans. Quand ça a commencé au niveau de la télémédecine, c'était quand même un avantage qui était vraiment nouveau pour des entreprises, des organisations. Et depuis la pandémie, ça a vraiment explosé en termes de disponibilité. Ça devient une norme, dans le fond, d'avoir accès à ces services-là. Et la qualité de ces services-là fait aussi partie des décisions. Donc, on a vu même des personnes qui avaient accès à nos services, qui ont changé d'emploi et qui ont spécifiquement demandé, je veux voir si je peux être capable de garder mon accès avec ces services-là. C'est sûr qu'avec notre système de santé en ce moment, trouver des ressources au niveau juste de la santé, sans parler de la santé mentale ou du bien-être, c'est pas très facile. Et donc, d'avoir accès à ces services-là via son employeur ou une organisation, c'est vraiment un point positif qui est vu comme un bénéfice. Et donc, on voit dans les décisions, à peu près 80% et plus des personnes prennent ça en considération sur pas juste le choix d'un emploi, la façon de recommander un employeur et le fait de rester dans leur poste. Ça fait partie, dans le fond, des considérations importantes à garder en tête.
J'ai envie de poursuivre Marie-Soleil, tu sais, la vision d'une personne qui est dans le cadre d'une fonction ressources humaines, d'une fonction santé à l'intérieur d'une entreprise, l'impact justement sur pas nécessairement uniquement l'attraction, mais aussi la rétention du personnel. Ben, en effet, c'est drôle, votre étude, on a fait une étude semblable à CGI pour travailler sur notre proposition de valeur aux employés. Puis, ça questionnait sur les attributs positifs associés à la marque de CGI. Et bien, surprenamment, la santé et le bien-être est ressorti comme étant un des attributs majeurs de rétention des employés, donc pour lequel ils restaient. Puis, on a fait un exercice semblable avec à l'externe, donc avec des futurs candidats. Les résultats sont les mêmes, donc les candidats aussi, dans le fond, considèrent la santé et le bien-être comme un attribut favorable, dans le fond, qui va les attirer vers un employeur. Puis, ils ont remarqué que CGI, avec les investissements qui ont été faits dans les 15 dernières années sur leur programme global de santé mieux-être, était un différenciateur sur le marché. Donc, un peu comme Dr Stéphanie le mentionnait, en 2023, on va arriver devant un employé à 2 offres égales, donc à salaire égal, ben le facteur bien-être au travail va faire pencher la balance bien souvent, là, puis même pour un salaire des fois un petit peu moindre, mais s'il y a une meilleure flexibilité, un meilleur potentiel d'équilibre travail-vie, c'est là que souvent les employés vont dire, ben regarde, moi je vais y aller avec cet employeur-là, cette organisation-là, parce que ma santé me tient à cœur. Puis je pense que ça, c'est un effet de la pandémie aussi. Donc, les gens, ça a mis en lumière l'importance du vecteur de santé pour l'humain, puis on le voit vraiment transparaître dans les organisations là, actuellement. On parle énormément, Marie-Soleil, actuellement en ressources humaines, de marque employeur, comment l'entreprise se positionne sur le marché de l'emploi versus ses compétiteurs. Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'en réalité, ces avantages-là qu'on offre à nos employés, ça devient réellement un facteur de distinction versus d'autres entreprises. Ben c'est ce qu'on se fait dire, c'est ce que les recherches démontrent également, puis c'est ce qu'on veut faire dans le fond, c'est les attentes maintenant là, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine de la santé au travail. Avant, c'était un nice to have, là, mais c'était pas quelque chose qui te démarquait. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc, les entreprises qui passent à côté, je pense qu'ils sont en train de manquer le chemin, là. Donc, moi, je suis vraiment fière de voir cette évolution-là dans les mœurs. Donc, non seulement notre profession s'est démarquée, mais ça fait changer le monde du travail aussi. Oui, merci. Sylvain, de votre côté? Je pense que la pandémie, pour ajouter à ce qui a été mentionné, a quand même bouleversé beaucoup la réalité au travail, les employés de plus en plus exigeants sur ce qu'ils souhaitent obtenir de la part d'un employeur. Donc, ça devient de plus en plus, comme tu le mentionnes, la marque employeur est importante. Les employés vont avoir un choix à sélectionner l'employeur qui pourra leur donner ce soutien-là. Puis une réalisation pour moi aussi, c'est de peut-être, comme employeur, de ne pas oublier de publiciser davantage qui existe déjà comme solution pour supporter le bien-être en entreprise. L'étude qui a été faite démontre que 40% des employés ne vont pas avoir accès au programme d'aide, n'utilisent pas le programme d'aide aux employés. Il y a peut-être un effort aussi de sensibilisation sur ce qui existe déjà, puis d'ajouter des éléments qui pourraient bonifier l'offre pour les employés qui vont toujours avoir un choix dans le contexte actuel d'aller où est-ce qu'il y aura un soutien bien-être qui va être à la hauteur de leurs attentes. Oui. Puis vous parliez, Sylvain, de la pandémie. À votre avis, est-ce que la pandémie a eu un rôle à jouer en termes de sensibilisation auprès des entreprises ou plus de prise de conscience du personnel sur l'importance d'un équilibre, l'importance d'avoir accès à des services en santé, bien-être, etc.? Je pense que ça a accéléré beaucoup la réflexion par rapport à ça parce qu'on a vu ce que ça a été la pandémie, surtout dans les premiers mois. Ça a été l'isolement, ça a été un accroissement des enjeux du côté santé mentale, accroissement au niveau des services que les employeurs demandaient pour des fournisseurs comme nous. Ce que ça nous a permis de faire de notre côté également, c'est de pouvoir éduquer d'une certaine façon ce que c'est la santé mentale en milieu de travail, en donnant de la formation gestionnaire, en pouvant sensibiliser sur ce que c'est, ce que ce n'est pas, parce que c'est souvent, il y a toujours peut-être un certain malaise ou inconfort à pouvoir en discuter ouvertement. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui ont nécessairement une culture où c'est correct. Il y a toujours un stigma qui existe qu'il faut essayer de mettre de côté. Donc, je pense que ça a accéléré beaucoup, pour répondre à ta question, cette importance d'en parler, puis mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir supporter. Oui.
Oui, puis la pandémie a amené comme vous le dites, Sylvain, des réflexes, hein, puis pour partager un exemple que j'ai vécu moi-même dans mon équipe, dans mon organisation, on était l'année dernière en embauche d'un poste supplémentaire de professionnel là, dans mon équipe de consultation gestion des ressources humaines, puis on est allé jusqu'au bout du processus avec un excellent candidat jusqu'au moment où on a déposé l'offre et finalement ce candidat-là était dans un processus dans une autre organisation. Alors qu'on est super fiers des avantages qu'on offre, notamment la télémédecine, mais aussi la flexibilité d'horaire, etc. Mais le candidat a préféré accepter une offre, puis on le disait tantôt, avec un salaire moindre, mais plus de flexibilité au niveau de l'horaire de travail, plus de possibilités au niveau du télétravail. Donc, le point, c'est de dire, ben, nous, on pensait qu'on était bon dans ce qu'on offrait en termes de flexibilité, mais les employeurs qui en offrent plus ont un facteur d'attraction qui est vraiment important. Donc, on parle de marque employeur, on parle de l'impact de la pandémie. Je pense que ça laisse des traces. Mais vous avez raison, Sylvain, je pense qu'il faut que les entreprises emboîtent le pas. Puis j'ai peut-être envie de poursuivre avec une question, puis je vous laisse voir lequel de vous trois aurait envie de répondre. Mais CGI, Marie-Soleil, c'est une grande entreprise. Pour les plus petites PME, est-ce que c'est si facile que ça d'intégrer des avantages, d'intégrer des politiques, des programmes en matière de santé mentale? Ben, je peux m'essayer ici. C'est sûr que, bon, j'ai la chance de travailler pour justement un grand employeur qui est un leader en matière de santé au travail, qui investit depuis longtemps avec son équipe interne. Donc, c'est sûr que, bon, on a des gros programmes, on a des investissements qui sont faits. Cependant, ce que je vois vraiment qui fonctionne le plus, c'est pas le nombre de programmes, d'initiatives, mais c'est le sérieux qui est mis. Je pense qu'on est mieux d'y aller pour une petite entreprise. Mon conseil, ce serait d'y aller avec quelques programmes, mais vraiment dans une optique qui est stratégique et visionnaire. Donc, c'est d'évaluer c'est quoi les besoins actuels. Est-ce que, tantôt tu parlais de stigma, est-ce qu'il y a un stigma dans notre milieu de travail? Parce que, tu sais, s'il y a un stigma, même si tu investis des millions de dollars dans un PAE ou dans un programme de santé mentale, mais si le stigma maintient, ben l'adhésion ne le sera pas. Fait que, ma recommandation, ce serait d'y aller peut-être avec vraiment une analyse de besoins en premier, sommaire, sans aller avec un fournisseur externe, mais soit par questionnaire, par groupe focus group, rencontre avec les gestionnaires, d'identifier des besoins qui sont prioritaires, puis vraiment de se bâtir une stratégie où on va se donner des objectifs, donc puis qu'on va les suivre avec des indicateurs santé récurrents. Donc, je pense que dans ce contexte-ci, des fois, le moins, mais mieux fait va valoir beaucoup de points. Puis même juste avec les services, par exemple, de dialogue, donc que ce soit la télémédecine combinée avec le PAE ou un des deux, ben c'est d'avoir vraiment une stratégie derrière ça. C'est quoi qu'on veut accomplir? C'est de prendre avantage des rapports qui nous sont fournis par dialogue, de comprendre ces données-là, de questionner, puis de s'en servir vraiment comme base pour les initiatives santé futures, en comprenant mieux les besoins de nos employés. Donc, je pense que ce serait ça mon conseil. J'ai la chance d'avoir plusieurs programmes en place puis de toutes les mesurer parce que j'adore l'analyse de données. Mais si j'avais à donner un conseil, ce serait vraiment d'y aller avec de petites initiatives ou de programmes, mais construits dans le temps, là, donc des implanter pour de bon. Là. Fait que prioriser, utiliser ou implanter des actions qui sont percutantes et significatives pour le personnel. Puis je comprends aussi le volet, avoir une cohérence entre le discours et ce qui est implanté comme outil. On peut pas parler des deux côtés de la bouche en disant, ben d'un côté, oui, on favorise la santé psychologique, mais de l'autre côté, qu'il y a un malaise, que la journée qu'une personne a besoin de sa santé, de prendre un congé ou de consulter, que il y a des non-dits importants. Tout à fait, c'est de faire vivre nos programmes à l'interne, pas seulement que les faire pour bien paraître sur le marché, mais après ça, de les faire vivre puis que ça fasse partie ultimement de la culture. Oui. Merci beaucoup, Marie-Soleil, pour la précision. Je poursuis avec la deuxième question parce que, bon, même si on est tous d'accord que pour affirmer que les facteurs de bien-être ont une influence sur la rétention du personnel, 43% des leaders en ressources humaines estiment que leur offre actuelle en matière de santé au travail est insuffisante. La population canadienne, elle est aussi de cet avis-là. Et j'aimerais qu'on commence par Sylvain pour cette question-là.
Sylvain, selon vous, qu'est-ce qui empêche les leaders d'offrir un soutien plus adéquat? Puis comment les employeurs peuvent-ils offrir de meilleurs soins et de meilleures ressources? Ben, je pense que Marie-Soleil a répondu. J'ai bien aimé la partie définir la stratégie. Pourquoi c'est important d'investir en santé et bien-être en entreprise? Si ce n'est pas fait, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a peut-être pas de fil conducteur, il y a peut-être un malaise ou un manque de connaissance de ce que c'est. Il y a peut-être de la gêne aussi à pouvoir parler de santé mentale, entre autres en entreprise. Je pense que ça revient beaucoup à définir le pourquoi c'est important de mettre en place une stratégie, des objectifs spécifiques, des indicateurs, pouvoir ensuite mettre en place des programmes qui vont répondre aux besoins des employés. Puis pour moi, il n'y a rien d'autre que la communication, d'avoir des conversations, que ce soit en petits groupes, en focus group, en one-on-one, de pouvoir bien comprendre la réalité, les attentes. Puis, ce qui peut empêcher, souvent, ça peut être des questions budgétaires aussi. Mais il n'y a rien qui empêche les employeurs de mettre en place des pratiques très, très simples, ce qu'on appelle en bon français des walk and talk, d'avoir des réunions en faisant le tour du bloc, très, très bénéficiaire quand il fait un beau soleil comme il fait aujourd'hui, un petit peu froid. Mais il y a différentes façons d'y arriver. Qu'est-ce qui peut empêcher souvent, c'est la volonté, c'est peut-être le manque de stratégie ou le manque de connaissances. Puis je pense qu'il n'y a pas d'obstacle qu'on ne peut pas surmonter dans un tel contexte. Puis quel genre de climat ça prend, Sylvain, pour de votre connaissance dans les organisations pour être capable d'avoir ces discussions-là, d'avoir cette ouverture-là? Je pense que ça prend beaucoup l'accord du leadership pour pouvoir d'abord créer un environnement de travail, une culture où c'est correct de parler de santé mentale, c'est correct de s'admettre vulnérable. On le voit chez Dialogue à travers de réunions annuelles. On va avoir à chaque année un employé qui vient témoigner d'une situation difficile qu'ils ont vécue. Donc, ces vulnérabilités devant 250 personnes, ce que ça donne aussi, c'est le droit de dire, moi aussi, je peux avoir des journées où ça va moins bien. Je sais que je peux aller chercher du soutien pour y arriver. Donc, rien tel que créer cet environnement. Puis ça parle beaucoup des leaders. Un leader qui se rend vulnérable devant la population entière, ça a beaucoup, beaucoup de poids pour le reste de l'organisation, c'est sûr. Tout à fait. Docteur Stéphanie, vous qui êtes en contact direct avec les utilisateurs, qu'est-ce que vous avez comme rétroaction sur ce qui empêche les organisations et les leaders d'offrir ce soutien-là au personnel? C'est sûr que c'est une accumulation de beaucoup de choses. C'est pas juste un point en particulier. C'est comme Sylvain l'avait dit, il y a des questions de budget qui est certainement très prévalente et ça coûte quand même cher implémenter des programmes, en particulier des programmes qui sont compréhensifs avec l'ampleur de tout ce qui est nécessaire. Et on ne parle pas juste de prévention, on parle de traitement et de prévention à tous les niveaux pour beaucoup de personnes, pour des programmes qui sont de façon continue. Donc, c'est sûr que l'investissement dans tout ça, c'est quelque chose aussi qui va avoir des conséquences futures aussi. C'est pas vraiment juste dans l'immédiat qu'on va avoir un retour de tout ça, mais c'est vraiment de planter un peu des petites actions qu'on voit aussi côté psychologique beaucoup. Souvent, les personnes, puis ça s'applique à tout, par exemple, les personnes qui veulent avoir plus d'activité physique dans leur journée, mais si c'est pas quelque chose qu'on peut implémenter de la façon parfaite, mais souvent le monde ne va même pas se lancer dans le premier pas. Donc souvent, c'est la montagne a l'air un peu trop d'un Goliath. Même chose pour les programmes à offrir où la santé mentale, c'est trop gros. On n'est pas capable de régler le problème du système de santé et de problème de santé mentale. Donc, on ne sait même pas où commencer. C'est souvent juste le fait de prendre un peu la réalisation de c'est comment ça se passe en ce moment dans le milieu, c'est quoi les besoins, puis juste de faire le premier pas, juste le fait d'avoir un milieu sécuritaire, une des choses que je vais voir souvent avec les patients, puis on le voit des deux côtés, et en même temps, je vois les gestionnaires qui ont de la difficulté avec leur santé mentale, leur bien-être, je vois les employés de ces mêmes gestionnaires dans certains cas, et tout le monde un peu a sa propre histoire et ses propres défis à surmonter, et le plus important, c'est vraiment se sentir en sécurité dans son environnement, et juste le fait de pouvoir en parler, souvent ça enlève un grand stress, le fait d'avoir confiance dans le fond, dans ses collègues ou dans ses gestionnaires pour pouvoir parler de sujets qui sont très difficiles. C'est beaucoup mieux au niveau de la stigmatisation que ça l'a été avant. J'ai été vraiment surprise même dans le sondage. On avait demandé qui est à l'aise, dans le fond, d'aller chercher de l'aide pour leur santé mentale et ça a été 80%. Et dans les études qu'on avait faites avant la pandémie, c'était même pas la moitié de ça. 50% des personnes qui avaient des troubles de santé mentale sévères n'allaient même pas consulter pour la première fois si on remonte d'ici quelques années. Puis maintenant, c'est sûr qu'avec la télémédecine, l'avancée, l'accessibilité, il y a plusieurs services où le monde sont un peu plus en confort. Ça augmente l'utilisation de ces services-là et la facilité à aller chercher de l'aide, mais en même temps, c'est déjà assez difficile de reconnaître des symptômes de santé mentale. Et donc,
quand on a un problème, on aimerait avoir quelqu'un avec qui en parler aussi. Puis vice-versa. Des fois, des symptômes qui n'ont pas nécessairement l'air d'être des problèmes de santé mentale. C'est un employé, par exemple, qui est fatigué, qui est toujours en retard, qui semble avoir beaucoup de problèmes. Des fois, c'est juste de leur en parler tout simplement, puis de dire comment ça va. Personne doit son diagnostic ou ses défis à quelqu'un d'autre, mais juste le fait d'offrir un environnement de support avec des accommodements, des possibilités d'avoir un horaire plus flexible, de travailler de la maison, de travailler au bureau, de trouver un peu qu'est-ce qui fonctionne pour chaque personne, d'avoir un environnement de travail comme ça fait toute une différence. Et je le vois quand j'essaie de retourner des personnes au travail, les raisons pour qu'on met des personnes en arrêt de travail aussi, la différence que fait un employeur et un gestionnaire qui est compréhensif, c'est jour et nuit avec ces personnes-là. La statistique que vous avez partagée est impressionnante. Le avant versus après pandémie, les gens qui ont l'ouverture à aller consulter, c'est intéressant. Le questionnement, puis ce qui a été mis en évidence par l'étude, ce qui est triste, c'est que les gens n'ont pas nécessairement les ressources ou n'ont pas nécessairement la facilité d'accès à ces ressources d'aide-là. Puis c'est là que l'employeur peut effectivement participer au bien-être collectif en offrant ces avantages-là. Un autre point que vous avez mentionné que je trouve super intéressant, c'est on pense souvent aux employés qui ont des enjeux, qui ont besoin de support. Nos gestionnaires aussi en organisation peuvent vivre des enjeux en santé psychologique. Puis il y a un questionnement qui vient là-dessus, c'est de dire comme gestionnaire, quand nous-mêmes, on vit des enjeux, on sent qu'on est un peu au bout du rouleau, la fatigue, l'épuisement, etc. Comment je fais pour, tu sais, on dit en avion, quand il y a des turbulences, on se met le masque d'en face avant d'aider les autres. Comment nos gestionnaires font, tu sais, ça soulève ce questionnement-là, je pense qu'il est super intéressant. Je pousse même un petit peu plus loin, parce qu'on parlait tantôt de philosophie d'entreprise. Est-ce que l'entreprise est prête à changer ses pratiques de gestion pour vrai? Parce que même si on n'a pas le budget pour implanter un gros programme de santé mieux-être, de venir dire on va influencer notre philosophie, de juste, vous l'avez tellement bien dit, Dr Stéphanie, prendre le temps d'être là pour les autres, de juste prendre le temps comme gestionnaire de saluer nos gens, tu sais, mais aussi d'avoir des pratiques de gestion d'horaire de travail qui sont plus raisonnables, des politiques de déconnexion. C'est des choses qui coûtent rien. Ça coûte rien à mettre en place, puis ça peut avoir un impact qui est super, super important. Marie-Soleil, comment ça résonne de votre côté, tout ça, dans une perspective client, qu'est-ce qui empêche les leaders justement d'offrir ce support-là? Ben, tu sais, je fais partie d'une organisation où on a la chance justement d'avoir un programme de santé holistique très compréhensif. Là, tu sais, je comprends que pour des petites organisations, peut-être que tu sais, les coûts, les stigmas, tu sais, ça doit faire partie des freins, bien sûr, mais comme on le mentionnait tantôt, tu sais, je pense que c'est d'y arrêter de comprendre les impacts que ça peut avoir, se pencher sur nos données de rétention, nos données d'invalidité pour vraiment comprendre l'origine des bobos. Puis ensuite de ça, ben c'est de se mettre une stratégie en place, comme on en a parlé, Sylvain le renommé aussi. Puis tu sais, l'importance aussi d'avoir des approches qui sont holistiques en santé au travail. Tu sais, on parle beaucoup de santé mentale, oui, mais il reste que il y a la santé physique, la santé sociale, la santé financière. Donc, tu sais, d'essayer de voir, avoir une vue 360 pour aller toucher le plus d'employés possible, c'est toujours pertinent. Puis, pour ajouter à ce que tu parlais, là, côté culture du travail, ben, tu sais, je pense que le style de leadership qui est attendu aujourd'hui dans les organisations, c'est un leadership, tu sais, bienveillant, tu sais, des gestionnaires, comme tu le disais, qui vont se permettre d'être vulnérables, tu sais. Ça coûte pas rien, ça, tu sais, c'est des attitudes, puis je pense que on se doit dans l'ère où ce qu'on est actuellement, puis dans la modernité, puis tout ça, tu sais, d'avoir des leaders qui vont porter le chapeau du mieux-être au travail, qu'on va pouvoir utiliser comme ambassadeur. Je pense que, tu sais, de se trouver un sponsor un champion qui va pouvoir peut-être justement faire changer certains mœurs dans des organisations qui pourraient être plus réticentes. Je pense que c'est toutes des conditions à explorer, là, selon moi. Ça fait le parallèle. Je regardais Marie-Soleil pendant que vous donniez l'explication, les commentaires qu'on a reçus. Merci, les commentaires sont tellement pertinents dans les membres de l'audience, là. Mais il y a un commentaire que j'ai trouvé bien intéressant qui disait, ben, nos spécialistes en avantages sociaux les connaissent, ces avantages-là, mais des fois, il y a comme un problème au niveau de la communication où ça se rend pas aux employés. Donc, nos gestionnaires, nos employés savent pas que ça existe. Moi, Marie-Soleil, l'idée d'avoir une personne,
une personne dédiée à la santé psychologique, une personne qui a cette responsabilité-là, qui fait pas nécessairement, pour les plus petites organisations, qui fait pas nécessairement juste ça, qui fait pas ça à 40 heures par semaine comme travail, mais d'avoir un responsable du mieux-être, je pense que c'est quelque chose qui peut faire une différence. Un autre commentaire qui ressortait dans les conversations, que le soutien moral, il y a des conversations de 1 à 1 ou en plus petits groupes, ça permet à des employés de se confier, d'échanger, puis de se rendre compte que, crime, on est plusieurs à avoir la même réalité puis à vivre ces enjeux-là. Puis merci Alexandra pour votre commentaire. J'ai l'impression que c'est une excellente manière de venir déstigmatiser ou de venir dire, regarde ici, c'est normal d'en parler, garde pas ça pour toi, les collègues sont là pour t'écouter aussi. Là. On voit beaucoup de réseaux de pairs aidants ou des premiers soins en santé mentale. Là. Nous, on a un réseau assez vaste à CGI, mais je sais que plusieurs organisations en ont, mais c'est exactement ce qui vient d'être mentionné. Là, c'est d'avoir des regroupements à l'interne qui vont justement promouvoir l'ouverture en lien avec les problèmes de santé mentale au travail, puis qui vont en plus offrir du soutien entre pairs. Puis l'avantage de ce genre de réseau-là, c'est que ça va être tes meilleurs promoteurs des ressources de soutien, parce que le but d'un père aidant, c'est de faciliter, c'est d'avoir une écoute bienveillante, une écoute empathique, puis de favoriser l'accès vers des services professionnels, comme par exemple chez Dialogue. Là. Donc, je pense que c'est vraiment une façon de faire comme exploser, mettre le feu là, à ce qui se passe dans l'entreprise. Tu sais, quelques sentinelles sont formées, puis en plus d'être là pour favoriser une ouverture bienveillante, mais en plus, ils peuvent promouvoir les services. Donc, stratégie gagnante, je pense, en 2023. De ma perception, Marie-Soleil, corrigez-moi si votre opinion est différente, mais pour un employé d'aller avoir à parler à son gestionnaire de sa santé psychologique, de ce qu'on vit, des fois, c'est difficile, versus d'avoir une brigade ou une personne qui est dédiée à ça, sans lien de hiérarchie, sans lien d'autorité, possiblement qu'il y a une facilité à aller se confier aussi, là, que ça favorise le discours. Là, tout à fait, puis j'en ai perdu mon idée, mais ça permet de ventiler souvent. Tu sais, ça va être juste, des fois, c'est comme sur le fait même, il se passe une situation dans le milieu de travail, tu as besoin de ventiler, tu n'es pas nécessairement entouré de tes amis, de ton conjoint, d'une personne de confiance. Puis quand tu sais qu'il y a un réseau de confiance qui existe, puis souvent, les gens qui vont se proposer pour faire partie de ces réseaux-là, c'est des gens qui ont eux-mêmes une expérience en lien avec la santé mentale. Puis ça revient des fois, tu sais, comme j'ai déjà eu une partenaire d'affaires RH qui me dit « Ah, je suis pas sûre que cet employé-là serait bon, tu sais, il a déjà fait plusieurs dépressions. » Ben, au contraire, il y a une belle boîte à outils, cet employé-là. Il devrait être un très bon aidant. Il va bien comprendre, puis il va être bien capable de... tu sais, c'est de passer au travers de ces stigmas-là aussi. Mais souvent, ces gens-là vont avoir leur propre expérience, là, soit personnelle ou de proximité, puis ils vont jouer un rôle qui va être très favorable. Tout à fait. Si je peux ajouter à ça, David, je pense que c'est un très bon point parce que les sujets d'intérêt pour les employés, on les voit lors des entrevues de sélection. Évidemment, le bien-être, c'est un sujet d'intérêt. Diversité, inclusion également, top of mind pour pas mal tous les candidats à qui on parle. Tu sais, la création d'un groupe de ressources pour les employés, on l'a fait chez Dialogue pour les familles, etc. Il y a peut-être des possibilités également sans frais de pouvoir mettre un groupe de ressources pour les employés pour justement parler de santé mentale spécifiquement, pour briser davantage les tabous, puis d'avoir un groupe de soutien à qui les gens peuvent se confier. Merci Sylvain. Je regardais rapidement, Manon a partagé un bon truc effectivement, tu sais, communiquer les avantages disponibles, c'est aussi important qu'offrir les bons avantages, c'est ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Je poursuivrai avec... pardon, Dr. Stéphanie. C'est rapide, mais c'est juste pour dire, c'est bien, puis on parle souvent aussi quand on parle de détresse en santé mentale, les ressources qu'on a besoin, c'est très important d'en prendre connaissance quand ça va bien. Donc, c'est pas juste dans les moments de détresse où c'est très difficile de penser et d'organiser comment on se sent. C'est pas nécessairement à ce moment-là que c'est le moment de dire, là, je vais essayer de voir qu'est-ce que j'ai comme service. Donc, c'est très important que ça fasse partie un peu de la promotion, dès le début, qu'on intègre ça un peu dans les mœurs un peu et la culture, d'avoir des choses qui sont facilement accessibles, d'essayer de regrouper des choses de la façon la plus facile possible pour les retrouver. Une des cliniques pour lesquelles je travaille dans leur clinique en entreprise ont installé dans le fond des codes QR ou des petites cartes pour les programmes d'aide aux employés dans les salles de bain, dans des lieux publics, juste pour que le monde puisse avoir ça
juste sous l'œil, sous la main. Donc, dépendant de comment les organisations fonctionnent, il y en a qui ont des applications où tout le monde peut aller facilement chercher de l'information sur leur site web, juste d'avoir vraiment des endroits faciles d'accès, puis juste d'avoir quelqu'un qui est déjà en difficulté, que c'est très difficile pour eux de choisir qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus facile possible. Donc, pendant que ça va bien, essentiellement de trouver, mais c'est quoi le plan quand ça va moins bien, d'avoir ces discussions aussi ouvertement avec ces groupes, ces employés. Donc, si un jour ça va pas, j'aimerais que, n'hésitez pas à venir m'en parler, n'hésitez pas à aller chercher ici et pas juste attendre que ça soit en difficulté pour pouvoir fournir ces ressources-là. On sait que c'est pas facile, même juste en termes de, je parle encore du système de santé qu'on a au Québec et au Canada. C'est très difficile à naviguer aussi dans ces ressources-là. Ça fait partie aussi de beaucoup de ce qu'on fait à Dialogue. C'est juste la navigation de j'ai besoin de rentrer en contact avec mon médecin, j'ai besoin de trouver un psychologue, j'ai besoin de trouver ça. Donc, d'avoir un peu toute cette collecte de ressources, plus on rend ces informations-là faciles d'accès, plus le monde va être ils vont l'utiliser. Et même chose de s'assurer, si on voit qu'on a un service, par exemple, c'est de prendre un peu le pouls de ce service-là. Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que les mondes sont au courant? D'avoir des sondages, d'avoir c'est de poser la question, est-ce que notre service qu'on a en ce moment vous sert? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir? Chaque entreprise, organisation est différente dans ce qui va être particulier à leur façon de fonctionner et de s'ajuster. Donc, on n'a pas besoin d'être parfait du premier coup, mais de s'adapter et de s'assurer que ce qu'on offre est utilisé. Un exemple aussi, c'est par rapport à, je pense que Sylvain l'avait mentionné, mais la diversité-inclusion. Donc, ça aussi, c'est une part importante au niveau des services. Dialogue, quand ils avaient commencé pour s'enregistrer au service, c'était, il faut choisir homme ou femme quand on s'inscrivait. Donc, déjà ça, c'était un bloqueur, une barrière à l'utilisation des services. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé très fort pour changer pour que un service qui est offert s'applique à tout le monde, qu'il n'y ait pas de barrière additionnelle à l'utilisation et que tout le monde ait sa place à la table aussi. Merci, Dr. Stéphanie, pour l'intervention. Je pense que c'est tout à fait pertinent, effectivement, de dire que c'est, encore une fois, pour l'organisation qui a mis en place des programmes, de les communiquer, de les diffuser, des pratiques hyper simples comme le code QR à afficher à différents endroits dans les bureaux. C'est encore une fois des pratiques qui ne sont pas tellement coûteuses. Puis de ce que je comprends, c'est pour les entreprises qui n'ont peut-être pas le budget d'avoir des plus gros programmes, des fois simplement d'aller sensibiliser les gens à la façon d'avoir accès à certains services de santé du réseau public, ça peut être une façon qui n'engage pas de frais, mais où l'employeur vient jouer un rôle de sensibilisation pour ses employés et ses gestionnaires. Donc, merci pour ces conseils-là. C'est vraiment super pertinent. Ça me permet de passer justement à la troisième question. Puis même si là, on vient de discuter de certains enjeux qui empêchent d'offrir le soutien adéquat, on a quand même plusieurs entreprises et organisations au Québec qui sont super proactives à cet effet-là. Puis quand on investit dans le bien-être de nos employés, les leaders RH s'attendent à avoir des améliorations significatives. Puis je pense que Marie-Soleil va être une personne excellente avec le type de programme que vous avez en place chez GI, pour nous parler des changements positifs qui ont été constatés dans l'organisation grâce aux initiatives de bien-être. Oui, c'est sûr que quand on investit, on veut voir des retombées, c'est certain. Puis je vais commencer avec un facteur qui est soft un peu, mais le facteur humain, en fait, là, qui est non négligeable. Là. Un des grands changements qu'on a vus dans les dernières années à CGI, c'est vraiment au niveau du climat, de la culture de travail, avec l'inclusion vraiment des problèmes de santé mentale. Donc, nous, quand on a commencé, ça fait quand même longtemps qu'on a commencé notre stratégie en santé mentale. Là, ça fait environ 8 ans qu'on a mis en place une stratégie en santé mentale, puis on était quand même précurseurs. On avait déjà un programme de santé globale. Puis on a commencé vraiment à prioriser la santé mentale. Puis à ce moment-là, c'était moins commun d'en parler de la santé mentale en milieu de travail, puis même dans sa vie personnelle. Là. Donc, on partait de plus loin. Aujourd'hui, rassurez-vous, vous n'aurez pas à faire face à ça. Mais nous, c'était vraiment le stigma, c'était grand. Puis il fallait vraiment viser l'éducation. Fait que on a commencé vraiment par éduquer les leaders, éduquer les employés à c'est quoi une bonne santé mentale, c'est quoi les problèmes de santé mentale, parce que c'est différent. La santé mentale en tant que telle, c'est ni positif ni négatif, là, c'est un continuum. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, on a commencé par parler de ça. Ensuite de ça, on a vraiment boosté nos programmes de soutien. Donc, parce que là,
quand tu en parles, ben là, les gens vont chercher de l'aide. Tu oses croire qu'ils vont aller chercher de l'aide plus en préventif. Donc là, on a vraiment boosté nos programmes là, de soutien en santé mentale. Puis, on a fait une campagne par la suite, là, un peu avant la pandémie, puis c'était vraiment pour ouvrir le dialogue sur les sujets de santé mentale. Puis on a eu la chance d'avoir vraiment plusieurs. On avait comme mis la table pour avoir des témoignages en santé mentale. Donc, autant des leaders que des employés se sont mis à divulguer là, soit des diagnostics. Les gens ont voulu partager ouvertement leur expérience qu'ils ont vécue. Ouais, ça a comme commencé, puis ça l'a fait vraiment effet boule de neige. Là. Donc, il y a beaucoup de leaders. Ça a commencé je pense qu'on l'a nommé tantôt, mais il y a des leaders qui ont partagé là, soit des diagnostics de bipolarité, de dépression. Puis là, les employés se sont rendus plus confortables. Fait que, tu sais, comme un effet d'investir, ben, il y a l'effet qui est dur à mesurer, mais qui est non négligeable. C'est sur la culture dans le milieu de travail, puis tu sais, on devient avec un climat de travail qui est beaucoup plus humain, où ce que les gens peuvent se démontrer vulnérables, où ce qu'il va y avoir une plus grande ouverture. Donc, ça l'aide vraiment à la prévention parce que d'un coup que tu peux en parler, ben là, tu peux te faire recommander, tu sais, certains accommodements, comme docteur Stéphanie en parlait, tu sais, comme quand on le sait dans le milieu de travail, ça devient plus facile de mieux soutenir la personne. Ça crée également une meilleure proximité entre les gestionnaires puis les membres. Là, tu sais, ça l'enlève les membres, c'est comme ça qu'on les appelle à CGI, les employés. Donc, ça l'enlève un peu là, l'hiérarchie dans l'organisation parce qu'on se rend compte que finalement, au bout de la ligne, on est tous des humains. Fait que ça, pour moi, c'est une grande réalisation. Puis, tu sais, j'ai la chance, ça fait 15 ans que je suis à CGI, fait que j'ai vu des changements. Donc, je peux en témoigner. Puis, ben, on peut pas se passer du facteur monétaire. Donc, on aime tout ça, sauver de l'argent lorsqu'on investit. Donc, tu sais, je pense que c'est ça. À CGI, on est capable de voir là, une réduction dans les coûts de non-santé, là, plus particulièrement une baisse d'incidence d'invalidité liée à la santé mentale, là, donc qui est non négligeable. Là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'alors que dans les tendances de notre assureur, tu sais, ce qui nous présente, ben, ça a tendance comme à monter. Ben là, on voit une tendance que ça a tendance à diminuer de notre côté. Donc, ça, c'est rassurant. Le but, c'est pas de venir à zéro. Il va toujours avoir des problèmes de santé mentale, comme il va toujours avoir des cancers, des troubles de santé physique, mais c'est de pouvoir contrôler, d'avoir une certaine vigie, de comprendre ces chiffres-là. Puis quand on est capable de les contrôler, ben on est en avant de la parade. Là. Puis Marie-Soleil, le fait de sensibiliser pas juste les gestionnaires, mais aussi les employés, parce que là, vous parlez justement d'une réduction des coûts en assurance collective, possiblement, ça veut dire aussi une réduction des arrêts de travail, réduction des traitements requis, etc. Y a-t-il une corrélation à faire en disant, bien, on a sensibilisé notre monde, donc on a identifié plus rapidement les enjeux, donc on a pu intervenir plus rapidement? C'est un peu ce que j'en comprends. Bien, c'est ça, c'est le vecteur de prévention. Donc, idéalement, les employés vont être capables de s'ouvrir plus rapidement, avoir accès aux soins préventifs plus rapidement. Donc, on peut parler des solutions de dialogue, par exemple, le PAE, la télémédecine ou autres programmes qu'on a à l'interne. Donc, idéalement, la personne va obtenir son soutien, va pouvoir possiblement avoir des accommodements dans le milieu de travail, se permettre un certain rétablissement, puis empêcher justement des invalidités là, de court ou de long terme. Là. Donc, oui, en effet. Puis, docteur Stéphanie, vous qui êtes en contact avec justement les utilisateurs, pouvez-vous nous parler un peu des effets justement d'agir rapidement, c'est de l'importance de cette sensibilisation-là pour les organisations? Oui, c'est certain. Puis, en même temps, il y a certains phénomènes particuliers dans le sens qu'une utilisation dans un programme comme ça, va augmenter rapidement. Des fois, les coûts à court terme de personnes qui utilisent un service vont monter, mais c'est vraiment le bénéfice à long terme qu'on va voir. On le sait en santé mentale, dans toutes les études, toutes les recherches, puis en général en santé, plus on intervient rapidement, plus on va mieux rapidement, plus on diminue les chances de récidive, plus toute la durée de traitement est vraiment, c'est un parcours qui est vraiment plus facile, plus on s'y prend tôt que si on attend que ça traîne. Donc, c'est une question d'apprendre à reconnaître quels sont les symptômes. C'est quand reconnaître qu'on est nous-mêmes en détresse, quand reconnaître quand une personne avec qui on travaille serait en détresse et quoi faire si jamais ça l'arrive. Mais en termes de, c'est pas juste une question de... C'est pas la même durée de traitement quand on consulte tardivement que quand on consulte plus précocement aussi. Donc, même si ça diminuerait pas nécessairement la totalité
des arrêts de courte durée, mais définitivement les arrêts de longue durée. Ça va être des arrêts qui sont moins longs, ça va être des employés qui vont retourner au travail plus rapidement, mais qui vont rester aussi au travail. Donc, et aussi, plus on prend le temps d'avoir un programme compréhensif quand on travaille au niveau de quels étaient les stresseurs à la base qui ont peut-être déclenché. Est-ce que c'est des stresseurs liés à la vie personnelle, liés au travail, une combinaison de tout, maladie physique. Donc, c'est de prendre le temps d'avoir quelque chose d'holistique qui traite la personne dans sa totalité, qui considère aussi sa famille. Donc, c'est pas juste des personnes qui sont en difficulté pour eux-mêmes, mais ça peut être un problème au niveau de la famille, au niveau des enfants malades. Donc, d'avoir quand même des programmes qui sont assez larges pour couvrir ça, mais c'est certain que plus on s'y prend tôt, mieux on va avoir des effets par rapport à tout ça. Le coût des médications aussi va jouer là-dedans. Puis la productivité, donc, c'est d'avoir des programmes qui aident les personnes à reconnaître quand ça ne va pas. On a des personnes qui vont rester au travail longtemps, soit parce qu'ils ont peur d'en parler, ils ont l'impression que ça sera mal reçu, mais finalement, être au travail et pas productif a un impact financier énorme pour les employeurs aussi. Donc, c'est pas juste un succès de garder les personnes au travail, mais on veut les garder au travail, qu'ils soient heureux, qu'ils soient productifs, qu'ils ont l'impression qu'ils... c'est pas une entité différente, un employeur et un employé, c'est vraiment la même part d'une même organisation. Puis je pense qu'on commence à voir ça de plus en plus au niveau des services et de l'intégration qu'on voit. Si on ne prend pas soin, un peu vous avez dit pour l'avion, mais si on ne prend pas soin de nos employés, mais l'organisation, sa santé globale va mal aller aussi. Sylvain, de votre côté, c'est quoi la rétroaction que vous recevez justement sur les changements positifs qu'on constate dans les organisations quand on met en place des initiatives de bien-être? Je pense que ça revient à ce qui a déjà été dit, un investissement proactif, ça va permettre de s'attaquer aux coûts d'absence, aux coûts de maladie, permettre de s'attaquer également aux enjeux d'absentéisme, de présentéisme. Puis ça revient beaucoup à ce que tu as dit au début, David, c'est la capacité d'attirer et retenir des gens de talent. Tous les employeurs se battent pour la même chose aujourd'hui. On veut attirer des gens de talent, on veut les garder, comme on va s'assurer d'investir en eux, puis de vraiment démontrer comme employeur qu'on se préoccupe réellement de leur bien-être, parce que ça peut faire une différence en termes d'attraction de talent. Les gens vont vouloir se marier avec des entreprises où est-ce qu'ils vont sentir vraiment qu'ils se sentent supportés, valorisés, parce que pour moi, l'engagement des employés, c'est beaucoup d'émotions. Se sentir valorisé, inspiré, supporté, puis de sentir qu'on est à la bonne place. Puis l'employeur a tout à son avantage d'investir de façon proactive en bien-être. Tout à fait. Ça me permet, Sylvain, de passer à la prochaine question en revenant un petit peu sur les sujets qu'on a abordés, mais un peu dans une perspective inverse, en disant, je pense que c'est évident suite à notre discussion, c'est important, on sait pourquoi c'est bon de prioriser le bien-être de nos employés. C'est quoi les risques pour les entreprises, pour les organisations qui n'offrent pas les bons avantages sociaux? Ça va être ce que je viens de mentionner, capacité de retenir les talents qui vont avoir accès au marché puis voir quelles sont les offres disponibles avec des employeurs qui vont pouvoir donner une bonification sur des programmes d'avantages sociaux, bien-être, etc. Donc, je pense que c'est un risque important pour les organisations, un risque également qui peut impacter la productivité. Je mentionnais tantôt le présentéisme, d'être au travail, mais de ne pas donner ce qu'on est censé donner en termes de prestations de travail. Évidemment, c'est dommageable pour l'organisation. Je pense que c'est un risque qu'on a déjà bien défini auparavant. Tout à fait. Marie-Soleil et Dr Stéphanie, je ne sais pas pour cette question-là, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Je vois que le temps file, puis comme on a eu une audience qui a été super participative, j'aimerais ça qu'on puisse prendre quelques questions, mais je vous laisse peut-être la parole avant de passer à la période de questions. Juste au point de Sylvain là, qui vient d'ajouter, je pense que un autre risque qu'on doit considérer, c'est la réputation employeur. Là. Tantôt, on parlait au début de la marque employeur, mais comme les employeurs qui n'investissent pas ou qui n'offrent pas les bons avantages sociaux, c'est sûr qu'actuellement, en 2023, là, c'est dur un peu de passer à côté, puis la réputation là, peut en prendre un coup, là, je pense. Fait que c'est à prendre en compte aussi. Donc, de mon côté, je pense que tout a pas mal été dit. Si on parlait, dans le fond, des attentes un peu des employés par rapport aux employeurs aussi et vice-versa. Donc, c'est certain que si, par exemple, une entreprise n'a pas assez de services de support, pas une bonne culture pour les employés, mais ça va affecter l'attraction, la rétention des employés, mais aussi sa propre santé de l'entreprise aussi. Donc, c'est tout le monde qui est dans le même bateau à différents postes, là, mais on va voir cette répercussion-là aussi. Merci pour vos interventions.
Étant donné qu'on est à 10 minutes de la fin de la présentation, je vous proposerais de passer à la période de questions. Donc, pour les participants, n'hésitez pas, hein, on l'a déjà dit d'entrée de jeu, utilisez le chat si vous voulez poser des questions. Il y en a déjà quelques-unes qui sont entrées. La première sera pour Marie-Soleil. Donc, Marie-Soleil, la question est, selon vous, est-ce que le choix de l'assureur peut également avoir un impact sur la santé mentale des travailleurs? Exemple, dans la gestion des dossiers d'invalidité. Par exemple, il y aurait des assureurs qui semblent encore faire une distinction de traitement entre les causes physiques et mentales pour les invalidités. En effet, c'est vraiment important en tant que professionnel RH de bien comprendre l'offre. Moi, je ne veux pas juger, puis je n'ai pas nommé mon assureur, mais c'est bien important de comprendre ce pourquoi on paye, puis de s'assurer que les dossiers d'invalidité sont gérés de façon adéquate, donc de poser les bonnes questions. Puis quand on voit des écarts, des invalidités très longues, de questionner sur qu'est-ce qui est offert aussi, parce que tu veux pas nécessairement que ton employé revienne le plus rapidement possible, mais tu veux qu'il aille mieux le plus rapidement possible. Puis, comme si je comprends bien, c'est la distinction entre les services offerts entre des invalidités physiques et mentales. On doit parler probablement de réhabilitation en santé mentale. Moi, ce serait ça mon point de vue. Là. Donc, en effet, pour moi, c'est important que nos cas de santé mentale qui se perdurent, là, qui sont un petit peu plus longue durée, détiennent une composante de rehab, là, soit un ergothérapeute en santé mentale. Donc, que l'employé, en plus d'avoir un soutien psychologique, puisse avoir aussi une réhabilitation vers un mode de travail ou vers une vie active, là, finalement. Fait qu'en effet, c'est important de questionner son assureur, puis s'assurer qu'ils suivent les tendances, eux autres aussi, là, parce qu'en effet, ça a évolué dans les 10 dernières années. Oui. Puis dans la question, on parlait du choix de l'assureur, mais c'est pas nécessairement le choix, mais des fois dans la relation qui est entretenue entre l'organisation et l'assureur. Là. Donc, il y a moyen d'avoir contact avec notre représentant, il y a moyen d'avoir une influence sur la gestion des dossiers, de suivre les dossiers d'invalidité avec une certaine proximité. Vous le disiez, Marie-Soleil, mais pour qu'il y ait un traitement avec équité, mais avec les valeurs de l'organisation aussi, puis de voir la flexibilité de l'assureur dans certains cas. Oui, puis il y a une responsabilité de l'employeur de, tu sais, comme nous, on vient de changer de fournisseur de PAE, puis il n'y a pas de gêne à le dire, là, je pense que c'est public, on est maintenant avec Dialogue. Depuis quelques mois. Puis, tu sais, comme première chose, avant de faire le changement, tu sais, j'ai avisé l'assureur, tu sais, bon, ben maintenant, voici les personnes contacts, voici les liens pour nos employés s'ils vous contactent, puis ils ont besoin on a un employé qui est en invalidité, il a besoin du soutien du PAE, ben, c'est important que mon assureur soit informé qu'on est maintenant avec Dialogue, puis qu'il ne donne plus l'ancien numéro de téléphone. Fait que, tu sais, il y a une responsabilité de l'employeur, là, tu sais, c'est une équipe qu'on fait, puis de s'assurer que l'assureur est au courant des programmes qu'on a, comment que ça fonctionne pour nos retours au travail, ce à quoi les employés ont droit. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis moi, ben, on rencontre notre assureur sur une base régulière. Non, puis Merci, Marie-Soleil. Très, très important. Là, comme vous l'avez dit, c'est pas juste le choix de l'assureur, mais juste la relation entre les personnes des RH et les assureurs. Si on voit énormément la différence, c'est l'expérience d'une personne en arrêt de travail selon son assureur, selon la façon que l'employeur. Les personnes qui sont en arrêt de travail ne veulent pas devoir passer leur temps à justifier pourquoi ils sont en arrêt de travail. Donc, c'est juste de savoir du monde sont de leur côté, qu'on fait de quoi pour les aider et non pas pour les forcer à se justifier à tout bout de champ, d'avoir des documentations. J'ai vu certains assureurs qui avaient des partenariats au niveau des RH pour rendre ça le plus facile possible au niveau des arrêts de travail. Donc, par exemple, des façons que les notes médicales peuvent être envoyées automatiquement, juste des façons d'avoir des touch points réguliers pour voir si j'ai un employé qui a une difficulté avec un gestionnaire de cas dans son assurance, c'est juste d'avoir un dialogue ouvert, de voir est-ce qu'il y a des cas qui sont plus difficiles, est-ce qu'il y a des choses à changer au niveau de l'approche, des ressources qu'on veut offrir de plus. Mais c'est surtout on le sait que c'est coûteux au niveau des arrêts de travail, mais c'est un processus qui est très difficile pour une personne qui est en arrêt de travail, de devoir se justifier. Il y a un coût financier énorme qui est associé aussi. Donc, plus il y a de barrières, même juste d'avoir des prestations d'invalidité en début d'arrêt de travail, ça affecte la récupération. J'en ai des patients qui l'arrêt de travail a duré beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû, simplement parce que le stress financier était lié avec ça. Il y en a qu'on a retourné plus tôt au travail,
parce que c'était tellement difficile de gérer l'assureur que finalement, ce stress-là était plus grand que l'inverse. Et donc, c'est des choses très importantes de juste d'avoir un dialogue ouvert et de voir qu'est-ce qui se passe et de ne pas toujours être sur la défensive au niveau de personnes qui sont en arrêt de travail. C'est des choses qui sont, c'est très, très difficile de demander un arrêt de travail. Et donc, si on ne veut pas se rajouter non plus à ce fardeau-là pour les personnes. On parlait tantôt de la cohérence entre nos philosophies de gestion puis les actions. Ça va jusque-là, ça va jusque la manière que l'entreprise va gérer le dossier d'invalidité puis gérer son employé qui est en arrêt. Ouais. Merci, Dr. Stéphanie, pour la précision. La prochaine question, d'ailleurs, c'est pour vous, Dr. Stéphanie. On demande, il est parfois difficile pour moi de savoir comment mon équipe va mentalement. Qu'est-ce que vous pourriez nous recommander pour nous aider à évaluer la situation? C'est certain que c'est les petites étapes qui sont les plus importantes. Donc, c'est vraiment le côté social, je pense que c'est quelque chose qu'on a vu qui était extrêmement important et c'est ressorti encore plus avec le début de la pandémie, avec le bris, dans le fond, du contact social, des milieux de travail qui étaient toujours là en personne, qui étaient rendus plus en télétravail. Il y en a qui n'ont pas nécessairement repris la même normalité qu'on avait avant. Mais c'est juste de rajouter un peu cette culture, donc non seulement dans la façon de promouvoir et de parler. Comme Sylvain avait dit, nous, à Dialogue, on a beaucoup de témoignages, donc les personnes vont être ouvertes avec leurs histoires, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est juste souvent même une personne qui n'aurait pas nécessairement été chercher de l'aide. Des fois, juste d'entendre quelqu'un parler d'une situation similaire qu'ils ont vécue va avoir un impact énorme. Donc, de trouver des façons d'intégrer de façon plus régulièrement des témoignages, des activités, des sondages pour voir comment ça va, juste de trouver des façons de parler, de poser des questions sur comment ça va dans votre vie à l'extérieur du travail, d'implémenter des mesures de sécurité, surtout avec la pandémie, c'est la distinction entre maison et travail, mon temps personnel, mon temps de travail, les lignes sont très, très floues. Donc, de pouvoir mettre des politiques en place pour dire, notre temps séparé du travail est là et protégé aussi. Des challenges, des défis, dans le fond, de groupe où tout le monde va participer, comme nous, on a fait avec Dialogue. C'est une des meilleures façons que moi, j'ai trouvé pour me motiver moi-même. C'est si je fais la compétition contre mes collègues pour nombre de pas par jour. Donc, de trouver quelque chose qui est... on fait aussi beaucoup on fait ces mêmes défis avec des fois des objectifs pour recueillir des fonds, des fois pour des organisations. On choisit, dans le fond, une organisation, on voudrait faire pour Sainte-Justine, on veut soulever des fonds et donc tout le monde va participer ensemble pour un objectif commun. Puis ça permet d'avoir un peu cet aspect social qui manque beaucoup, surtout de plus en plus de nos jours. Clairement. Un des trucs que j'ai appris récemment qui peut être intéressant aussi, c'est dans une rencontre d'équipe, quand on travaille sur un projet en équipe, par exemple, ou quoi que ce soit, de débuter la rencontre en faisant un tour des émotions de chaque personne, de dire comment la personne entre dans cette réunion-là, avec une grille d'émotions qui est déjà identifiée, donc qui permet facilement à tout le monde de venir se situer. Ça permet aux gestionnaires ou aux leaders de la rencontre de venir un peu positionner, la contribution de chaque personne va se passer de quelle façon, puis pourquoi, en venant un peu le justifier par le climat, par les émotions de chacun, etc. Ça permet d'identifier clairement, je sais par exemple que Diane, aujourd'hui dans mon équipe, ça va moins bien. Je vais peut-être avoir l'occasion d'intervenir avec elle spécifiquement par la suite. Mais merci pour les conseils. Puis aussi juste de normaliser de ne pas aller bien non plus. Donc, c'est pas, c'est comme il y a des réunions, des fois, on va commencer, tout le monde dit quelque chose qui va bien dans leur vie. Mais en même temps, c'est bien de reconnaître les choses qui sont positives, d'avoir des exercices de gratitude, mais aussi juste de normaliser, d'avoir des journées où on est plus fatigué, des journées où on est même productif, des défis qu'on a, puis juste de pas non plus focusser sur, ignorer tout ce qui ne va pas bien, mais c'est juste de pouvoir en parler ouvertement, sans nécessairement sentir le besoin. Souvent, les gestionnaires vont demander, mais comment est-ce que je peux régler toutes ces problématiques-là? Puis souvent, le rôle n'est pas nécessairement juste de tout régler, mais des fois juste d'écouter, puis d'être là pour que quelqu'un puisse sortir leurs émotions, puis se sentir compris et écouté, tout simplement. Ça fait une différence énorme. Tout à fait. Sylvain, j'ai envie de terminer avec la dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a une personne de l'audience qui demande est-ce qu'il serait possible d'avoir des idées de choses plus ou moins coûteuses à mettre en place? L'organisation qui a déjà, par exemple, la télémédecine, le programme d'aide aux employés, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut ajouter facilement qui est très en vue en 2023 et qui est aimé des employés?
Puis qu'est-ce qu'on aimerait mettre dans la boîte à outils pour pouvoir répondre à ça? Je pense que Stéphanie a mentionné un élément qui est très important pour nous, c'est les défis santé d'équipe. Jumeler ça avec une cause caritative, ça coûte absolument rien. Ça peut être une marche virtuelle qu'on fait autour du monde. Ça sollicite beaucoup, évidemment, d'énergie, d'activité, de collaboration. D'autres quick wins, on a mis en place il y a 2 ans des journées de ce qu'on appelait journée santé mentale, qu'on a maintenant changé pour des journées de bien-être, où les gens peuvent prendre par année 3 jours sans questions posées. Patron, je me sens pas bien aujourd'hui, je dois déconnecter, je prends une journée de congé, il n'y a pas de questions posées, la personne en profite pour se reposer. Et l'autre chose qui peut être fait également, c'est d'accorder des journées de bénévolat aux employés. Ça permet de regrouper des troupes autour d'une bonne cause, que ce soit comme Saint-Justine, comme tu as mentionné, Stéphanie, ou que ce soit aller passer une journée à Moisson-Montréal, ou peu importe la cause que vous soutenez. Si un employeur s'engage à louer 1 journée, 2 journées par année, il y a vraiment un effet très favorable derrière ça. Merci infiniment, Sylvain. Je vois qu'il est déjà 14h59. On arrive en fin de présentation. Je tiens à vous remercier, les panélistes, pour vos interventions. C'était tellement intéressant. Je pense qu'on repart de cette rencontre-là avec de bien bonnes idées. Puis je pense qu'on a bien mis en évidence que les organisations qui font attention à la santé et au bien-être de leurs employés en tirent des avantages qui sont importants, oui, pour l'organisation, mais aussi pour chaque individu qui est employé de cette organisation-là. Donc, merci infiniment à tous. N'hésitez pas à faire signe s'il y a des questions, quoi que ce soit. Puis merci infiniment pour la participation de l'audience. C'était super intéressant quand on a des présentations dynamiques comme ça. Et n'hésitez pas à aller télécharger l'étude dont on vous a parlé en tout début de rencontre. Merci tout le monde. Merci. 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 À Au revoir. bientôt.